Suivant le procès verbal d'audition des témoins en date du 10 juin 2010, côte 950, M. Mohamed Alpha Bari, étudiant demeurant à Tugiwonde à l'époque, déclaré devant le pôle des juges d'instruction ce qui suit. Étant à l'intérieur du stade, nous avons fait 2 rakats en chantant comme quoi nous ne voulons plus la candidature de Dadis. Quelques instants, j'ai décidé de monter à la tribune. Soudain, nous avions aperçu en première position un groupe de bérets rouges. En seconde position, le groupe des gens de la CMIS qui lançaient des gaz lacrymogènes. En troisième position, les éléments de Tchebro. Je suppose, Monsieur le Président, que les éléments du colonel Tchebro ne pouvaient pas rentrer au stade au même moment que les bérets rouges, en l'absence de leur colonel, de leur commandant. Ensuite, sur la menace proférée par le colonel Moussa Tchebro Camara et son passage à l'acte consistant à tirer et à ordonner de tirer sur la foule. Suivant PV d'audition de partie civile, côte 1046, en date du 5 septembre 2012, Madame Fatoumata Binta Diallo, déclarée devant le pôle des juges d'instruction, citation. Après que le colonel Tchebro nous a dit 2 fois de nous retourner et nous nous sommes opposés, il a dit que tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Première menace. À l'audience du 8 mai 2023, M. Abdourahmane Ba déclarait devant ce tribunal avoir vu le colonel Moussa Tchebro avec un contingent de gendarmes venir vers les leaders politiques en faisant des tirs de sommation devant le portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il a menacé en disant « Ne partez pas au stade. Si vous y allez, ne soyez pas surpris de ce que vous aurez là-bas. » Il poursuit. Étant à l'intérieur de la pelouse, le colonel Moussa Tchebro Camara a ordonné de laisser entrer les leaders politiques et de tirer sur les autres. C'est là où je parle de l'ordre de tirer. Suivant procès verbal d'audition de partie civile, côte 1129, en date du 5 décembre 2012, M. Elhadj Ibrahima Bari, mécanicien, demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclaré au pôle des juges d'instruction sur interpellation-réponse, ce qui suit. Cependant, j'ai aperçu au loin 2 officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD et le président Dadis, les 2 assis dans une pick-up. Mais je ne peux pas le confirmer. Quant à Tchebro, il nous a menacés en ces termes. Vous allez le regretter. À l'audience du 3 mai 2023, M. Talatou Garanke Diallo déclarait à la barre de ce tribunal que le colonel Tchebro a menacé en disant que si les gens ne quittaient pas, ils vont les massacrer tous et arrêter leurs leaders. Sur PV d'audition de partie civile, côte 916 en date du 29 avril 2010, Madame Oumou Bari, secrétaire domiciliée à Amdallah Concasseur, déclarait au pôle des juges d'instruction ce qui suit. Au niveau de la Fondis, suite à une longue discussion avec les leaders politiques, le colonel Moussa Tchebro Camara a déclaré ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Peu après, la troupe du colonel Moussa Tchebro Camara est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène et en tirant des balles réelles. Ils ont abattu 2 personnes, 2 jeunes qui ont été embarqués dans un camion par les gendarmes. À l'audience du 9 mai 2023, M. Aldjouma Diallo déclarait devant ce tribunal qu'en répondant à l'appel de Toumba, dès notre entrée à la pelouse,
colonel Moussa Tcheboro Camara nous a bloqués et disait « Dalin, je ne t'avais pas dit de reporter la manifestation. Tout ce que tu auras ici, tu l'auras cherché. » C'est là qu'ils ont balayé Elal Sellou et ont commencé à le rouer des coups. Quand j'ai essayé de le relever, ils m'ont roué des coups. J'ai perdu 2 dents et j'ai perdu connaissance. Et enfin, suivant le PV d'audition de partie civile cote 857, en date du 16 mars 2010, Mme Mariama Diallo, couturière demeurant à Hamdallah, déclarait au pool des juges d'instruction en répondant à une de leurs questions, ce qui suit. Je dois souligner que quand j'ai quitté la tribune pour courir vers la pelouse, le ministre Tcheboro était là avec ses gendarmes en train de tirer sur les gens qui couraient sur la tribune. Donc, Monsieur le Président, selon ces parties civiles, les différentes déclarations qu'elles ont faites, le colonel Moussa Tcheboro Camara était bel et bien au stade du 28 septembre, au même moment que les bérets rouges. Il a non seulement menacé, et vous avez constaté que les menaces ont été réitérées à plusieurs reprises avant de passer à l'acte, c'est-à-dire procéder à des tirs qui ont occasionné des morts. Arrestation illégale, séquestration, coups et blessures et tortures. À l'audience du 18 octobre 2023, M. Lamine Camara, partie civile, déclarait, citation, « Le 28 septembre 2009, j'ai constaté la présence d'un bus à bord duquel il y avait des hommes habillés en maillot de foot, calmes et silencieux. Les occupants de chaque pick-up souhaitaient recevoir les personnes arrêtées. » Ah oui, parce que chacun devrait rendre compte. Donc, il fallait faire courir vers les personnes arrêtées pour remplir ces pick-up. J'ai été arrêté et placé dans une pick-up de la gendarmerie et conduite à l'écho numéro 1 de Kaloum. C'est le colonel Tcheboro qui a ordonné mon arrestation. Ils ont commencé à nous frapper au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, jusqu'à destination. Le chef de poste nous a placés en centaines dans une cellule qui ne peut pas prendre plus de 20 personnes. Il a fallu un certain Damaro pour nous sortir dans cette cellule. C'est aux environs de 12 heures qu'on nous a informé qu'il y a eu massacre au stade. Beaucoup de personnes ensanglantées ont été déposées à l'écho numéro 1. Ce n'est que le soir, sur intervention de Damaro, que l'état-major de la gendarmerie a ordonné notre libération. Il nous a restitué tous nos objets. Personne n'a travaillé au 28 septembre mieux que le colonel Moussa Tcheboro Camara. Ça, c'est sa remarque, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'il était au four et au moulin. Les gendarmes et civils ont tous travaillé pour le colonel Tcheboro de 8h à 10h. Ils ont tous démontré qu'ils sont à sa disposition. Lui, c'est en ce moment qu'il a été arrêté, dans les environs de 10h. Mais il s'est rendu compte que tous les gendarmes ont travaillé au service du colonel Moussa Tcheboro Camara, et à sa satisfaction. Sur procès verbal d'audition de partie civile en date du 9 juin 2010, M. Ablaye Youma Diallo, agent technique TV, demeurant au quartier Koza à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction, citation, « Après avoir été arrêté au stade, embarqué dans un camion militaire, puis transféré dans une Toyota Land Cruiser. Avec d'autres personnes, nous avons été déportés au camp Al-Faya, où nous avons été descendus devant la résidence du président Moussa Dadis Camara. Là, des bérets rouges se sont mis à nous battre. Il aura fallu l'arrivée du ministre Tcheboro avec un contingent de 2 véhicules de gendarmes pour nous retirer de là et nous envoyer à leur bureau situé à la rentrée du camp. Je signale de passage que 2 de nos compagnons étaient restés en place de suite de la bastonnade. Ça, c'est au camp et à la devanture de la résidence du président Moussa Dadis Camara. Les gens ont été malmenés là-bas
copieusement par les bérets rouges et certains sont restés. La brigade antidrogue nous a accueillis également avec une bastonnade. Donc quand le colonel et sa troupe sont venus les libérer des mains des bérets rouges, ils se croyaient heureux que la bastonnade allait cesser. Mais malheureusement, il dit qu'ils ont été accueillis également avec une bastonnade. Les gendarmes se sont alignés en 2 rangs pour nous accueillir avec des bastonnades, avec des coups. Au salon, nous avons été identifiés et déshabillés avant d'être dirigés dans le couloir où 2 gendarmes nous ont frappés violemment avant de nous incarcérer dans un violon. Durant les 2 jours de détention, nous avons été servis en eau à travers un robinet qui se trouvait dans notre toilette. Mais au 3e jour, malgré la chaleur, nous étions sans eau. J'ai demandé de l'eau à l'un des gendarmes en poste. Il nous l'a refusé en affirmant que nous étions là pour mourir. Il faut ajouter que toutes les fois que la garde était changée, les nouveaux nous frappaient sérieusement. Ils pouvaient nous bastonner jusqu'à 3 fois par jour. Avec la soif persistante, nous avons continué à demander de l'eau. Oui, Monsieur le Président, vous savez que même dans l'enfer, Dieu a dit que la plus grande souffrance dans l'enfer, c'est la soif et la faim. Malgré toutes les tortures, toutes les brûlures, quand ceux qui sont dans l'enfer ont faim et ont soif, ils réclament. Et Dieu leur donne, à travers ses anges, de l'eau chaude et des aliments pourris. Plus loin, il ajoute, « Je suis allé m'arrêter à côté du gendarme que nous avons croisé au dehors et qui repassait ses vêtements. Malheureusement, après le repassage, profitant de mon inattention, il a volontairement brûlé mon pied droit à l'aide du fer à repasser. » Aucune considération sur l'être humain. C'est avec cette plaie que j'ai rejoint la cellule. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18h, ils nous ont sortis pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Alors là, ils étaient dans la joie. On les a rasés le crâne et on les demande quel est votre leader préféré. Ils pensaient que c'était de la joie, c'était du jeu. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe un peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. En répondant à une question du boule des juges d'instruction, M. Abdoulaye Diouma Diallo précise qu'il a été blessé au pied droit par le fer à repasser, à la tête, au dos, même mordu à l'épaule droite. Et les matraques ne suffisent pas. Il faut mordre encore les gens. Ça, c'est pour dire qu'ils boivent du sang. C'est ça la réalité. Parce que mordre quelqu'un, c'est avoir envie de son sang. C'est trop. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 4 février 2013 de M. Sadou Bari, enseignant, chercheur, domicilié à Koloma à l'époque, celui-ci déclarait « Une fois dans la rue, j'ai été arrêté par des militaires qui m'ont embarqué avec beaucoup d'autres personnes en destination du camp Al-Faya pour, selon eux, être fusillés. Arrivé devant la maison du président Dadis, au camp, nous avons été descendus et soumis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Oui, Joseph Makambo était reconnu avec sa hache. Certainement, c'est lui qui l'avait donné ce coup de coupe-coupe. Ces militaires ont menacé de nous découper tous. Face au regard de 4 expatriés, nous avons été transférés dans le bâtiment de Tchéboro. Là, nous avons été identifiés, déshabillés et battus par 2 fois par plusieurs gendarmes. Nous étions 73 encastrés dans une salle de 6 mètres sur 5. 73 encastrés. C'est un intellectuel qui vous parlait, enseignant-chercheur. Parmi nous,
Il y avait de nombreux blessés par toutes sortes d'armes. Nous sommes restés là jusqu'au lendemain sans manger ni boire. C'est aux environs de 11 heures que certaines personnes nous ont offert à boire. Lorsque nous avons voulu faire la prière de 17 heures, ces mêmes gendarmes dirigés par l'adjoint de Thieboro, que je n'arrive pas à connaître jusqu'à présent, sont venus nous battre et nous proférer toutes sortes d'injures. C'est dans la même soirée que j'ai été remis en liberté grâce à l'intervention de mes enfants. Plus loin, sur interpellation rapide, il dit « Les gendarmes au nombre de 11 qui nous ont frappés au camp Alpha Yaya relèvent du service de Thieboro. » Donc il y avait 11 gendarmes qui les ont frappés. Sur une question de son conseil, il répond qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Thieboro et de Claude Pivy. Des tortures abominables. Lui, on ne lui a pas raconté, hein. Il a vécu les faits. Il a subi, Monsieur le Président. Sur le PV d'audition de partie civile en date du 14 octobre 2012, cote 1093 de M. Ousmane Sidibé, ce dernier déclarait devant le pool: mon groupe a été arrêté, frappé et embarqué dans un camion de la CMIS pour nous envoyer au camp Alpha Yaya. À peine on nous débarquait, le capitaine Thieboro est arrivé en donnant l'ordre aux militaires et aux agents de nous frapper et de nous enfermer. Où j'ai fait personnellement 4 jours. Lorsqu'on a fini de manger le 4e jour, un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol, et c'est dans cette optique que j'ai profité pour prendre la tangente, alors qu'on disait dans ma famille que j'étais déjà mort. À l'audience du 24 octobre 2023, M. Mamadou Bobo Diallo déclarait devant ce tribunal qu'une fois au stade et après que les tirs aient commencé, nous avons essayé de sortir par 2 fois. C'est à la 3e fois que nous avons été arrêtés, frappés et embarqués dans un camion en direction du camp Alpha Yaya. Nous étions dans 2 camions remplis qui ont été débarqués dans le service de Thieboro. C'est là où on a été bastonné pendant 3 jours. Chaque jour, on recevait 3 fois des bastonnades. À 8 heures, à 13 heures et à 18 heures. J'ai subi des blessures. Après cela, nous avons été envoyés en ville au PM3 où nous avons été détenus pendant 4 jours. Sur le PV d'audition de partie civile cote 1232 du 5 février 2014, M. Alpha Amadou Baldé, marchand demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction: lorsque les tirs ont commencé et après avoir été dépouillé de mes téléphones par un béret rouge, j'ai été arrêté, embarqué mani militari par les gendarmes et déposé avec d'autres au camp Alpha Yaya Diallo. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes les ennemis du pouvoir. Lorsque j'ai soulevé ma tête, j'ai reçu un coup sec à l'œil droit. Aussitôt, je me suis évanoui. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service antidrogue chez Thieboro, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui nous donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Monsieur le Président, ce que j'avais dit auparavant, je ne l'ai pas inventé. Je tire ça d'ici, de cette déclaration, Monsieur le Président. Après 4 jours de détention à l'antidrogue au camp Alpha Yaya, nous avons été escortés au PM3 où le traitement était soulageant par rapport au camp Alpha Yaya. Complicité de coups et blessures volontaires par arme à feu et assassinat. Mamadou Aliou Diallo, né en 1982 à Lelouma, menuisier, résident à Lelouma, déclaré à la barre de ce tribunal ce qui suit.
le 28 septembre 2009, arrivés à la Bellevue, nous avons trouvé des gendarmes de l'antidrogue. Les uns tiraient, les autres détenaient des cailloux, des morceaux de bois avec des pointes. C'est là que j'ai reçu une balle sur la fesse gauche, après que 2 autres soient tombés par balle. Les jeunes m'ont aidé pour me déposer dans une clinique 6 à Komandaya, où 2 autres blessés par balle étaient couchés. Un vieux qui avait son enfant blessé nous a pris pour nous déposer à l'hôpital de Donka. C'est là que les blessés du stade nous ont rejoints. Dans la nuit, les militaires sont venus détruire la pharmacie et frapper le pharmacien. Après cela, ils sont allés vers la morgue et on entendait leur bruit. Donc, Monsieur le Président, c'est pour vous dire qu'il a été complice de coups et blessures volontaires par arme à feu et assassinat. Complicité dans la coordination de l'attaque, Monsieur le Président. Dans ce dossier, tout est clair. Sur procès verbal d'audition de témoins en date du 5 avril 2011, code 970, M. Abdoulaye Kamara, frigoriste, chef de quartier de l'Andrea à l'époque, déclaré devant le pool des juges d'instruction ceci. Sur interpellation-réponse, je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. C'est lui qui le déclare, Monsieur le Président. Sur interpellation-réponse, oui, effectivement, en ma présence, Thieboro avait donné l'ordre de lancer les gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Mamadou Aliou Keïta l'a relaté ici. Les pistolets étaient tombés en panne. Qui correspondent aux articles 57, 163 et 166 de l'ancien code pénal. Par jugement avant dire droit ici dans cette salle, numéro 18, du 10 octobre 2022, le tribunal a jugé inopportun de se prononcer sur la demande de la défense tendant à annuler ces certificats et rapports médicaux. Je fais mien tous les griefs articulés contre ces faux documents et contenus dans les conclusions du 30 septembre 2022 de la défense du commandant Toumba. Ces conclusions sont versées au dossier, signées de Maître Lansine Silla et de Maître Paul Yomba Kourma. Le procureur vous parle également de projection des vidéos. Mais à l'avantage de nos clients, à l'avantage des accusés, parce que ces projections auraient dû prouver les infractions reprochées à ces personnes. Mais non. Nous avons tous vu ce que ça a donné. Ces vidéos se retrouvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Qui a vu le colonel en train d'agresser un manifestant, le colonel Moussa Thieboro Kamara, dans ces vidéos? Personne. Ou d'ouvrir le feu, ou donner des instructions, fournir des moyens. Non. Il ressort des images projetées qu'aucune menace, je dis bien qu'aucune menace, n'a été proférée par le colonel Moussa Thieboro Kamara. Avant le meeting, aussi bien à l'esplanade du stade du 28 septembre qu'à la Fondis. Depuis ce jour, je suis convaincu, le tribunal a compris que les propos attribués à mon client n'étaient pas avérés. En outre, on a tous vu le colonel dans la foule, à travers ces images, la foule qui l'applaudissait, avec un seul garde du corps, pas deux, un seul garde du corps,
coiffés de bérets rouges, bien sûr. On a vu la photo muette de Moto a été démontée ici par celui-là qui m'a précédé. Je n'en parlerai pas. Et lorsque le colonel échangeait avec les leaders à la Fondis, le même et unique garde du corps, les policiers pacifiques à ce niveau étaient les éléments du général Bafoué, de la CMIS. C'est clair, revoyez les images. À l'esplanade, ceux qui sont montés sur la mamba de la police n'étaient pas avec le colonel. Les images ne montraient aucun agent des services spéciaux en train de faire usage de gaz lacrymogène. À l'esplanade, bien sûr. Le colonel a été très clair, parce qu'il faut être sincère. Il a été très clair. Et bien avant la projection des images ici, sous l'injure proférée que le parquet et les parties civiles brandissent comme un trophée de guerre, qui ne fait même pas l'objet de cette présente procédure. Lorsqu'on écoute le président de la Commission nationale d'enquête et le général Baldé, l'expert en défense et sécurité, on se demande ce que le colonel fait dans ce box-là. Le procureur a également parlé d'armes à feu, d'armes tranchantes et contondantes, des armes fictives. Aucune pièce à conviction n'a été présentée ici. Aucune arme n'a été représentée. On en fait un élément de preuve. C'est béant. On vous parle également, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, du déploiement des recrues de Kalia. Mais de quelles recrues s'agit-il? Est-ce qu'il y a une seule recrue dans le box des accusés? Non. Il s'agit d'une simple construction fictive du parquet. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce procès, le défaut d'éléments probants. On doit avoir le courage de le dire. Je rappelle à ce sujet que notre système, le système guinéen, est celui de la présomption d'innocence. L'article préliminaire du Code de procédure pénale est très clair. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas au Japon, il ne s'agit pas de la présomption de culpabilité. Le procureur, ici présent, a brillamment rappelé l'histoire de la Guinée avant de commencer. Et c'est ça, la territorialité, la présomption d'innocence. Ce principe commande aux demandeurs du procès pénal, en l'occurrence le procureur, d'établir non seulement l'existence de l'infraction, mais aussi la participation de la personne poursuivie à sa commission. Vous établissez l'infraction, mais le participant, comment il l'a fait, vous devez le démontrer. C'est le premier objectif de cette plaidoirie, annihiler les charges qui pèsent contre mon client. Secondo, exhorter l'institution judiciaire à s'excuser. Oui, à s'excuser. Le colonel Moussa Tcheboro Camara est le seul, ou presque, à avoir ce jour, 28 septembre 2009, pris l'initiative d'aller sensibiliser les manifestants.
et de revenir par la suite au stade pour sauver certaines personnes lorsque les tirs ont retenti. C'est ce qu'on appelle crime. Mais il a été très clair à cette barre. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que sensibiliser et sauver des gens ne constitue pas une infraction. Comme le disait Maître Malik Diakité le mercredi dernier, notre justice se déshumanise. Il est en prison sans titre de détention. Aucun titre de détention. On doit au moins trouver un justificatif pour dire, voilà, un acte, il est en prison à travers cet acte-là. C'est un être humain. C'est comme si on avait ramassé un animal, entre guillemets, on allait le loger à la maison centrale. Il faut le dénoncer, ce n'est pas normal. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Aucun titre, aucun mandat. En dépit de tout ça, c'est une digression, il faut le dire. Le directeur national de l'administration pénitentiaire n'a pas daigné donner une suite à mon courrier, le courrier que je lui ai adressé. Le courrier du 17 novembre 2022, par lequel nous lui avons transmis la demande d'autorisation du 31 octobre 2022 du président de l'Institut Thales Afrique du Sénégal pour permettre au colonel Moussa Tcheboro Camara, inscrit au master S sciences politiques, mention sécurité internationale et défense, de préparer son mémoire. La détention, surtout la détention provisoire, ne doit pas être considérée comme une situation de non-droit. Mais aucune réponse pour la mise en place d'un dispositif pédagogique momentané pour la rédaction de son mémoire de fin d'études. Aucune réponse. Qu'en est-il alors des droits d'un détenu en République de Guinée? Mes confrères peuvent le témoigner. Nous avons des difficultés à nous entretenir avec nos clients de tous bords. Parce qu'on s'entretient devant tout le monde, il n'y a pas de secret. Allez-y voir les conditions de détention d'un ancien président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara. Ses avocats y reviendront. C'est pitoyable. Des anciens ministres, comme mon client, son Excellence Djabi, chirurgien incontesté, allez-y voir comment est-ce qu'il est détenu. Détention précaire, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et lorsqu'on vient dire réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans, mais ça bouleverse. Ça bouleverse. Surtout qu'il n'y a aucun fondement. Aucune base. C'est révoltant. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? On n'a pas prouvé qu'il a fait quelque chose, mais on dit réclusion criminelle à perpétuité. Non, je sais que vous n'accepterez pas. Il a fait demi-tour pour se rendre au stade du 28 septembre et s'enquérir de la réalité. Au carrefour de Donka, il trouve le général Ousmane Camara, dit Bafoué,
de la CMIS et ses hommes. Il demande à Bafoué les raisons pour lesquelles ils sont à une telle distance pendant que des tirs sont entendus au stade du 28 septembre. Puis, sans comprendre le motif de leur retrait, le colonel fonce sur le stade du 28 septembre. Il descend devant le portail et progresse à pied où il rencontre dans la grande cour le commandant Toumba sans armes avec quelques leaders en progression vers la sortie. Continuant, il voit M. Selouda Diallo, M. Baouri et autres dans la cour du stade, entre le palais des sports et la grande sortie de la tribune. Pas sur la pelouse. Il échange deux mots avec Ella Selouda Diallo et entre-temps, à quelques mètres de là, c'est feu Jean-Marie Doré qui crie au secours colonel Tcheboro. Il demande au groupe de Selou de rester sur place dans le but de récupérer feu Jean-Marie Doré, gravement agressé par 2 bérets rouges. Dans sa progression vers feu Jean-Marie Doré, les 2 bérets rouges lui braquent l'arme de ne plus avancer d'un pas de plus. Prenant le risque, il crie sur ces jeunes forcenés, comme feu Jean-Marie Doré lui-même le dit dans son témoignage, militaires, et leur demande de tirer sur lui, s'il le peut. Pris de peur, ces 2 bérets rouges quittent la scène et Jean-Marie Doré est récupéré blessé. Entre-temps, quelques militaires en camouflage agressent Dalin et lui-même le colonel. En effet, le colonel Tcheboro reçoit quelques coups violents de bâton au niveau de ses hanches en prenant Elhadj Dalin tombé dans cet accrochage instantané. Il arrive à se défaire de ses agresseurs et progresse avec tout le groupe vers l'esplanade où il avait sa voiture. Le président Dalin avec son garde du corps, le garde du corps du colonel le béret rouge, feu Jean-Marie Doré, avec lui-même et M. Baouri, qui marchaient dans le même groupe en direction de l'esplanade. À la sortie juste à l'esplanade, le colonel prend le volant et demande d'embarquer les leaders blessés dans sa voiture en direction de la clinique Ambroise Paré. Au niveau de la Fondis, il rencontre le convoi de la police nationale, dont le directeur général de la police nationale d'alors, M. Abba Valentin, qui a témoigné ici, le général Ansman Kamara Di Bafoué et leurs équipes, c'était aux environs de 12 heures. Le colonel a échangé brièvement avec le directeur général de la police d'alors sur la situation qui prévalait au stade du 28 septembre. M. Valentin Abba, témoin direct, a été très clair. Puis, le colonel a continué à la clinique Ambroise Paré avec les blessés. À sa demande, la demande du colonel, le président de l'UFDG, Elhadj Selouda Diallo, a été reçu aux urgences pour les premiers soins. C'est dans ces circonstances, arrêté avec M. Baouri à côté de sa voiture, à la porte principale de la clinique, que le groupe de bérets rouges est arrivé au même moment que Toumba et certains leaders blessés à la clinique. Ils ont garé leur pick-up du côté opposé du bâtiment abritant la clinique Ambroise Paré. 2 jeunes militaires coiffés de bérets rouges se sont détachés, grenades à la main. Ils ont traversé et ont menacé de faire sauter la clinique si on ne sortait pas Elhadj Selouda Diallo de là. Immédiatement, le colonel Tcheboro a ordonné de ramener Elhadj Selouda Diallo dans son véhicule. Ce qui fut fait, et le colonel a pris la direction de la ville pour l'hôpital du camp Samori Touré, où il a donné des consignes particulières de prise en charge immédiate et qu'à part les médecins militaires, personne d'autre n'avait le droit de les voir. Le colonel Tcheboro est resté jusqu'à ce qu'il soit rassuré par le médecin-chef adjoint, Dr Bangoura Saloum, que la vie de Elhadj Selouda Diallo et de M. Baouri et consorts
n'était pas en danger. Il a quitté pour le camp Alpha Yaya Diallo afin de rendre compte au président Dadi sur le rôle qu'il a pu jouer ce jour. Informé de la situation, le président Dadis, ému, lui a aussitôt ordonné de repartir avec le Premier ministre Komara et le ministre Koutoubou Sano dans le but de ramener tous les leaders blessés à la clinique Pasteur et à ses frais. C'est ainsi que le colonel Tchebro, en compagnie du Premier ministre Komara et du Premier ministre Koutoubou, se sont rendus au dispensaire du PM3 et à l'hôpital militaire du camp Samori Touré, comme instruit. Et c'est comme ça que tous les leaders ont été admis à la clinique Pasteur sous la sécurité d'une équipe des services spéciaux jusqu'au retrait du dernier leader blessé. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le rappel des faits. Tant qu'on ne réussit pas à progresser ainsi, personne ne sera condamné. Personne. Parce que chacun, s'il y a des rôles qui ont été joués, chacun a joué un rôle. Et individuellement, on n'apprend cela à personne. La responsabilité pénale est individuelle. Et lorsque je vous ai pratiqué, je le rappellerai tout à l'heure. Donc, le ministère public et les partis civils me diront, ah bon, ça ce sont vos faits à vous, hein? Mais oui, ce sont nos faits à nous. Oui, les partis civils ont certainement oublié le slogan selon lequel chacun a son 28 septembre, dont elle est à l'origine et qui devait inspirer le parquet. Oui, chaque accusé a son 28 septembre. Contrairement aux déclarations fantaisistes de certaines personnes, ces gens-là n'étaient pas regroupés. Ils n'ont jamais agi de concert. Ils ne se sont jamais retrouvés. Mais il ressort, Monsieur le Président, c'est très important, de l'exposé même du ministère public que tous les accusés doivent être libérés. Puisqu'on a assisté, vous voyez les vidéos, à une compilation de déclarations. Comment on peut dire, voilà, le commandant Toumba a déclaré, dans les faits, hein, le président Dadis a déclaré, c'est sa déclaration, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui déclare ce qu'il a fait. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu conçois? Quel est le fait que tu conçois? Mais comment tu peux contester sa déclaration? Comme je viens de le dire là, mais c'est ce que le colonel a dit et ce que vous avez restitué. Si on reste dans cette logique-là, mais il est libéré. Parce que c'est ce qu'il a fait. Aucun acte tendant à donner la mort à qui que ce soit. Aucun acte tendant à agresser qui que ce soit. Ça ne ressort pas des faits. Et le droit s'applique aux faits. Ce n'est pas compliqué. Donc, on assiste à une compilation de déclarations qui n'a aucun rapport avec l'argumentaire. Et les deux n'ont aucun rapport avec les peines proposées. Aucun rapport. Les circonstances de la commission des crimes font défaut. Une dénaturation à outrance en ce qui concerne le colonel Moussa Tchebro Kamara. Je vous ai pratiqué individuellement à Kaloum, tribunal de première instance de Kaloum, à Mamou et tout récemment à Boké. Tribunal de première instance de Boké. Lorsque vous rappelez les faits, on a l'impression qu'on était présent. Et on voit une logique nette entre la narration et la discussion. Mais ici, c'est bancal. C'est tordu. Les faits n'ont rien à voir avec la discussion. La discussion n'a rien à voir avec les peines proposées. Qu'est-ce que vous voulez que ce tribunal fasse? Mais c'est de libérer ces gens. Il est constant que tous les accusés n'étaient pas ce jour au même endroit. Colonel Moussa Tchebro Kamara
dans son parcours que je viens de décrire, n'était pas avec M. Mamadou Keïta. Ils ne se sont même pas vus. Ni avec le président Dadis, qu'il a retrouvé le soir. Encore moins avec le colonel Djabi. Comment vous pouvez regrouper? Pour la bonne règle, je dis bien pour la bonne règle, le parquet aurait dû exposer les faits individuellement et séparément, accusé par accusé, et dire ce que chacun a fait. Il a préféré, comme je l'ai dit tantôt, garder la logique des juges d'instruction, alors que ces juges-là ont failli. Le parquet lui-même le reconnaît. Quand le parquet dit, alors que la panique s'instaurait, les bérets rouges de la garde présidentielle et des miliciens en civil, lesquels miliciens? Les éléments de l'antidrogue de Tchéboro, les gendarmes de Tchéboro, les gendarmes, les policiers, les hommes d'un tel. Mais c'est assez évasif. C'est vague. Non, en matière pénale, ça ne marche pas. Ça encore, c'est le défaut de stratégie. Voilà. Tant que vous ne parvenez pas à circonscrire les faits, vous ne pouvez pas faire une bonne application de la loi. Voilà, c'est pourquoi ça a crié. On dit non, mais on ne comprend rien. Hein? Mais attends, qu'est-ce qui a été dit? Quelle est la preuve qui a été apportée? Rien. Réclusion criminelle à perpétuité tout de suite là? Non. Dans les débats, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles, on a recensé beaucoup d'éléments. Des questions, parce que tout est parti de là. Colonel Tchéboro, pourquoi tu es parti au stade? Mais le général Baldé a été très clair ici. Mais c'est un ministre, c'est son programme. Il était interdit à qui d'aller au stade ce jour? Mais est-ce qu'on peut dire mieux en termes de compassion? Qu'est-ce qu'on veut qu'il dise encore? Hein, colonel? Je dis non, Monsieur le Président. On ne peut pas mieux dire. Messieurs les assesseurs, c'est la preuve que le parquet ne connaît même pas ses faits. C'est-à-dire, on est même loin de... Quand tu dis dénaturation, tu n'as pas trouvé le mot juste quoi. Il ne connaît pas les faits. Voilà. Il a tenté de les exposer, mais il ne les connaît pas. On raconte aussi, ce qui est d'ailleurs fallacieux, que le colonel a pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Alfaya Diallo. On ne vous dit pas avec exactitude, Monsieur le Président, l'objet de la réunion. Maître Jokami reviendra sur ça. On ne vous fournit pas la feuille de présence, la durée de la réunion, les résolutions issues de cette réunion. Qui a convoqué la réunion? On dit, bon, il y a une réunion. C'est sur la base des rumeurs qu'on va juger les gens? Non. Quelle réunion? Dans quelles circonstances? Quel est le rôle joué par le colonel à cette réunion? Comme on n'a rien trouvé, on capte la communication téléphonique entre le président Dadis et le président Sidya Touré. Donc le colonel a dit que à 1h du matin, lorsque le président Dadis échangeait avec le président Sidya Touré, il était présent. Le colonel a réitéré ici. Peut-être qu'il a été très mal compris par les juges d'instruction. Mon confrère, mon distingué confrère Moussa Diakité est revenu sur la nécessité, la présence d'un avocat aux côtés de l'accusé. Il n'était pas assisté. Oui. Voilà. On fait rapidement, on dit, bon, il faut signer. Voilà. Il faut prendre un avocat. Il faut prendre un avocat. Il faut constituer un avocat. Ce n'est pas une publicité.
va vous faire signer des choses, mais c'est inimaginable. Et bien voilà. Mais vous avez été très clair. Je ne l'ai pas dit. J'y reviendrai tout à l'heure. Un témoin était là. Donc rien de tout ça. Le parquet et les parties civiles veulent amener le tribunal à croire qu'une telle réunion s'est tenue, alors qu'il n'y a aucun élément de la réunion. C'est encore une construction fictive. Monsieur le procureur et les prétendus parties civiles. Encore une fois, le colonel n'a pas pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Al-Fayaya, contrairement aux élucubrations de certaines parties dont l'imagination est très fertile. Le colonel a été très clair ici à l'audience. Il a déclaré n'avoir jamais dit au juge d'instruction que l'entretien téléphonique entre le président Sidia et le président Dadis s'est déroulé en sa présence. Le témoin direct de cet entretien cité par le parquet ici a déposé en la personne du ministre Tibou Camara, qui a confirmé que le colonel n'était pas présent. Qui peut mieux parler que lui? Non, il n'était pas présent au cours de la communication téléphonique du président Dadis avec Sidia. C'est pourquoi quand il est venu ici, son passage a éclairé le tribunal sur ce point-là. Mais il a été très clair, il a fait un plan. Dans son plan, le deuxième point, sauf erreur, il a intitulé la communication téléphonique. Il a dit la communication téléphonique. C'est un intellectuel. Il dit la communication téléphonique avec Sidia. Il n'a pas dit la réunion. Oui, c'est vrai, on peut me dire, non, une communication téléphonique peut être une réunion. Mais au sens strict, il n'y a pas eu de réunion. C'est une communication entre le président Dadis, qui l'a confirmé ici, et M. Sidia Touré. Le colonel n'était pas là, et personne d'autre. De même, en ce qui concerne les déclarations du général Ousmane Bafoué, j'ai vu les partis civils, notamment Maître Amidou Bari, ont fait une sorte de trophée de guerre qui dit entre 11h30 et 12h, au moment où tout allait bien, nous avons vu le ministre Thiebro arriver avec des manifestants pour se regrouper du côté de la pharmacie. Qu'il a également vu le colonel lorsqu'il se dirigeait vers l'intérieur du stade. Quelqu'un que le colonel a laissé à Donka, il va encore se retrouver, il se démultiplie, il se retrouve encore devant le stade. Extraordinaire. Mais le colonel n'était pas à l'esplanade du stade du 28 septembre, entre 11h30 et 12h. À 7h, le colonel avait terminé son entretien avec des leaders à la Fondis, encore que les manifestants n'avaient pas eu accès au stade en sa présence. Plusieurs parties civiles et témoins l'ont indiqué ici. Les parties civiles font allusion à la déposition du contrôleur général Ousmane Camara Bafoué. C'est de l'enfumage, Monsieur le Président, une contre-vérité pure et simple. Puisque, lorsque le colonel Thiebro a fait demi-tour, comme je viens de le dire, pour revenir au stade, quand les tirs ont commencé, il a trouvé le général Bafoué au rond-point de l'hôpital Donka. Ça aussi, il y a des preuves. Et après un bref entretien, il a laissé Bafoué à cet endroit précis avec ses hommes pour foncer vers le stade. Figurez-vous que le général Bafoué n'a quitté le rond-point qu'à l'arrivée du directeur général de la police. Il a dit ici, Valentin Abba, avec lequel il a bougé pour se rencontrer avec le colonel, quand le colonel quittait maintenant le stade. Lorsqu'il avait des leaders blessés en direction de la clinique Ambroise Paré, là où ils se sont croisés. Le général Valentin a été très clair ici. Ces faits sont constants.
comment le général Bafoué, qui attendait son patron, c'est très clair, c'est une question pertinente, au rond-point de Donka, là où le colonel l'a dépassé pendant que des tirs retentissaient, comment il peut rester à cette position avancée pour voir ce qui se serait passé à l'esplanade du stade du 28 septembre, sous prétexte qu'il était en observation. Quelle observation? Donc cette question ne se pose plus. Elle est définitivement réglée depuis que le directeur général de la police, M. Valentin Kaba, a déposé ici. Certes, le général Ousmane Bafoué était paniqué, mais il a rectifié le tir le dernier jour de sa déposition ici, lui-même. Par ailleurs, on a entendu le parquet dire que le colonel contrôlait 200 hommes. Il avait 200 hommes sous ses ordres, à son service. Ou qu'on entend dire, voilà, dans ce procès, on a trop parlé de colonel. Mais ce n'est pas le fait de parler de colonel qui constitue une infraction, mais il faut qu'on parle de lui. Parce que la partie civile qui vient ici, pour attester qu'il était au stade, pour donner force et crédit à sa déclaration, il faut qu'il dise que j'ai vu le colonel. Même s'il n'était pas au stade. C'est Dieu seul sait s'il était au stade. Mais le colonel, lui, mais il ne peut pas nier qu'il n'était pas là, mais il était là. Donc même ceux qui ne l'ont pas vu, on dit, bon oui, quand je suis arrivé, le colonel était là. Mais je me suis insurgé ici, j'ai dit, je ne comprends pas. Vous voulez donner force et crédit à vos déclarations? Le colonel était là à 9 h, il y en a qui sont allés jusqu'à dire que le colonel était là à 6 h, le colonel était là à 10 h, le colonel était là à 11 h. Il était là, et ce sont les mêmes propos. Le propos qu'il a tenu à 8 h, c'est le même propos qu'il a tenu à 11 h. Au même endroit. Mais c'est inimaginable ça. Ce tribunal ne tiendra pas compte de ça. C'est une pure diversion. Donc ces déclarations ont été faites sans le moindre indice. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il a 200 hommes. Où est la liste? La liste est où? Les 200 hommes. Ce tribunal-là, dans sa décision, va dire, bon, il avait 200 hommes, sans citer les 200 hommes dans sa décision. Non. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit que, et je suis d'accord avec Robert Badinter, le procès, c'est la stratégie. Et quand on rate, on ne peut plus rattraper. Il faut donner la liste de ces 200 hommes-là. Comme aujourd'hui, le Baobab le disait, on a renversé les choses. Ce n'est plus la présomption d'innocence, c'est maintenant la présomption de culpabilité. Il appartient au colonel de prouver qu'il avait 200 hommes. Non, ce n'est pas à lui de prouver qu'il avait 200 hommes, c'est au parquet de rapporter la preuve qu'il avait 200 hommes. Le tribunal ne se contentera pas d'une simple déclaration. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec mon distingué confrère, il a bien plaidé. Mon distingué confrère, Kabine Kourala, Keta, qui est intervenu en faveur de ces accusés, sans le savoir peut-être. Il a déclaré qu'il faut des preuves matérielles dans un procès criminel. Ah, je crois que c'est terminé. Où sont ces preuves? Maître Gilbert. Le parquet se fonde sur les dépositions de M. Touré Youssouf, Joly. Maître Pépé Antoine, il y reviendra. Ah oui, un témoin historien, un témoin bavard.
Mais ce n'est pas moi, c'est la qualification qui sied. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Ah oui. Qui était partout. Il a affirmé que le matin du 28 septembre, un groupe de personnes, dont le colonel Tchebro, a pris la direction du stade. Ah! Alors qu'on est unanime que le colonel, tel qu'il a décrit, c'est cette description, vous venez de voir. Personne ne l'a contesté, il n'est pas sorti avec le commandant Toumba, il n'est pas sorti avec Cécile Raffaï, il n'est sorti avec personne, il n'est pas sorti avec Blaise Goumou.